Bonjour, ici la nuit raconte. Merci pour votre soutien. Abonnez-vous, laissez un like et profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Journal de bord, mission Abyssos, entrée finale. Je m'appelle Alexandre Moreau. J'ai servi 12 ans dans les forces spéciales de la Marine nationale avant d'être recruté par l'Institut océanographique international. Mon expertise en plongée profonde et en opérations sous-marines les intéressait. Ils cherchaient quelqu'un capable de gérer la sécurité d'une mission d'exploration dans la fosse de Puerto Rico, la partie la plus profonde de l'Atlantique. 8400 mètres sous la surface. J'ai accepté sans hésiter. C'était il y a 6 mois. Aujourd'hui, je regrette amèrement. Notre équipe comptait 4 membres. Moi, responsable de la sécurité et expert en plongée profonde. Sarah Chen, océanographe et biologiste marine sino-américaine. 35 ans, passionnée jusqu'à l'obsession par les écosystèmes abyssaux. Victor Petrov, ingénieur russe spécialisé dans les submersibles. 50 ans, méticuleux et prudent, celui qui maintenait notre bathyscaphe en état. Et Isabella Torres, archéologue marine espagnole, la plus jeune à 28 ans, recrutée pour son expertise sur les civilisations méditerranéennes antiques. L'Institut avait détecté des anomalies magnétiques majeures dans la fosse, des structures métalliques enfouies sous des millénaires de sédiments. Les sonars révélaient des formes géométriques, trop régulières pour être naturelles. Les théories fusaient. Épave d'un navire inconnu, base militaire secrète de la guerre froide, formation géologique inhabituelle. Personne n'osait prononcer le mot qui flottait dans tous les esprits. Atlantide, notre bathyscaphe, le Léviathan, était une merveille technologique. Coque en titane renforcé, capable de résister à 800 bars de pression. Système de survie pour 7 jours, bras robotisés, éclairage LED haute intensité, sonar multifaisceau. Victor le bichonnait comme son enfant. Il disait que dans les abysses, la moindre défaillance signifiait la mort. Point. La descente a duré 4 heures. Les premiers 1000 mètres, la zone photique, était encore baignée d'une lumière bleue déclinante. Puis vint la zone mésopélagique, le crépuscule perpétuel. À 2000 mètres, nous étions dans la nuit absolue. Seules nos lumières perçaient les ténèbres liquides. Sarah observait, fascinée, les créatures bioluminescentes qui passaient devant nos hublots. Méduses translucides, poissons aux dents démesurées, calmars aux yeux énormes. À 4000 mètres, nous avons traversé la zone bathypélagique. Point. La pression extérieure était de 400 bars. 1 cm² de notre coque supportait 400 kilos. Victor surveillait chaque indicateur, chaque joint, chaque soudure. Isabella prenait des notes, comparait nos relevés avec d'anciennes cartes marines. Elle murmurait des noms: Platon, Solon, Critias, les sources antiques de la légende atlante. 6000 mètres. La température extérieure approchait de 2 degrés Celsius. La vie se raréfiait, mais persistait. Des vers tubicoles géants, des étoiles de mer aveugles, des amphipodes translucides. Sarah prélevait des échantillons d'eau, analysait la composition chimique. Taux de salinité élevé, traces de métaux lourds inhabituels, signatures isotopiques étranges. À 7500 mètres, les anomalies magnétiques s'intensifiaient. Nos instruments s'affolaient. Le compas tournait sans logique, les écrans grésillaient. Victor a suggéré de remonter. J'ai insisté pour continuer. Nous étions si près du but. Isabella appuyait ma décision. Ses yeux brillaient d'excitation. Sarah restait neutre, absorbée par ses relevés biologiques. 8000 mètres. Le fond approchait. Nos projecteurs illuminaient une plaine de sédiments gris, monotone, désolée. Puis soudainement, les structures, des murs, énormes, cyclopéens, construits avec des blocs de pierre noire parfaitement ajustés. Pas de mortier visible, mais les joints étaient si précis qu'une lame n'aurait pu s'y glisser.
La technique rappelait les constructions Inca, mais à une échelle titanesque. Isabella était en transe. Elle photographiait, filmait, notait frénétiquement. Les murs formaient des angles droits, délimitaient des espaces qui avaient dû être des places, des rues, des bâtiments, une ville, une cité engloutie à 8000 mètres de profondeur. Impossible selon la géologie conventionnelle. L'Atlantique à cette profondeur existe depuis des millions d'années. Sarah a fait une découverte troublante. L'eau autour des structures était différente, plus chaude de quelques degrés, moins salée, avec une composition chimique unique, comme si les pierres elles-mêmes modifiaient leur environnement. Pas des micro-organismes inconnus proliféraient sur les surfaces, créant un biofilm phosphorescent qui pulsait faiblement. Nous avons suivi un mur sur 300 mètres. Il menait à une structure monumentale, une pyramide, ou plutôt un ziggurat à degrés. 150 mètres de base, peut-être 60 de hauteur. Les proportions respectaient le nombre d'or, comme les pyramides d'Égypte, mais le style architectural était unique. Des motifs gravés couraient sur toute la surface. Spirales, vagues, symboles géométriques complexes. Victor a positionné le Léviathan face à ce qui semblait être l'entrée principale. Un portail de 10 mètres de haut, encadré de colonnes massives. Les battants avaient disparu depuis longtemps, révélant un tunnel qui s'enfonçait dans la structure. Nos sonars ne parvenaient pas à en déterminer la profondeur. Quelque chose dans la roche absorbait les ondes acoustiques. J'ai pris la décision d'envoyer un drone explorateur. Le petit Rof, équipé de caméras et de capteurs, s'est enfoncé dans le tunnel. Les images qu'il transmettait étaient stupéfiantes. Les murs intérieurs étaient couverts de fresques, des scènes de vie quotidienne, des cartes astronomiques, des représentations de créatures marines et des humains ou quelque chose qui y ressemblait. Plus grand, plus élancé, avec des traits aquatiques, des branchies peut-être. Le drone a atteint une salle centrale après 50 mètres, circulaire, avec un dôme qui devait culminer à 30 mètres. Au centre, une structure cristalline, comme un énorme diamant taillé en millions de facettes. Il émettait une lueur bleu pâle, pulsant selon un rythme régulier, un cœur de pierre qui battait encore après des millénaires. C'est alors que tout a basculé. Le cristal s'est illuminé violemment. Une onde d'énergie a traversé l'eau, frappant notre bathyscaphe. Les systèmes électroniques ont grillé instantanément. Plongés dans le noir, nous n'avions que l'éclairage de secours. Victor s'est précipité sur les contrôles manuels. Sans électronique, nous étions une boîte de conserve à 8000 mètres sous le point, mais le pire était à venir. À travers les hublots, nous avons vu la cité s'éveiller. Des lumières s'allumaient partout, bleues, vertes, violettes. Les structures vibraient, résonnaient, comme un immense instrument de musique sous-marin. Et ils sont apparus. Les habitants, ils n'étaient pas morts, ils n'étaient pas partis. Ils dormaient, attendaient, préservés par une technologie que nous ne pouvions comprendre. Des milliers d'êtres émergeaient de cryptes cachées dans les bâtiments, humanoïdes mais adaptés à la vie aquatique, peau translucide laissant voir des organes bioluminescents, membres palmés, yeux énormes sans paupières. Ils se déplaçaient avec une grâce surnaturelle dans l'eau, défiant les lois de la physique que nous connaissions. Sarah, malgré la terreur, continuait d'observer avec son œil de scientifique. Elle notait leur anatomie, leurs mouvements, leur organisation. Ils n'étaient pas des sauvages primitifs. Leurs gestes étaient coordonnés, purposifs. Ils communiquaient par des pulsations lumineuses complexes, un langage de lumière que nous ne pouvions déchiffrer. Isabella murmurait des prières en espagnol. Elle reconnaissait dans ces êtres les descriptions des anciens textes, les Atlantes, le peuple de Poséidon, mi-homme, mi-poisson. Les légendes étaient vraies, mais déformées. Ils n'avaient pas disparu, ils s'étaient adaptés, avaient survécu à l'engloutissement de leur cité en évoluant pour vivre dans les abysses. Victor travaillait frénétiquement pour réparer nos systèmes. Sans propulsion, nous ne pouvions remonter. La flottabilité positive du Léviathan nous ferait monter lentement, mais il faudrait des heures.
et les Atlantes convergeaient vers nous. Le premier contact fut presque délicat. Une créature, plus grande que les autres, peut-être un chef ou un ancien, s'est approchée du hublot principal. Ses yeux, grands comme des assiettes, nous fixaient avec une intelligence indéniable. Il a posé une main palmée sur la vitre, 6 doigts avec des membranes translucides entre eux. Isabella a posé sa main en miroir. Un instant de connexion interespèce. Puis la créature a ouvert la bouche, révélant des rangées de dents acérées, et a émis un son. Nous l'avons entendu à travers la coque, un cri ultrasonique qui a fait vibrer tout le bathyscaphe. Nos tympans ont explosé de douleur. Sarah saignait du nez. Victor s'est évanoui brièvement. C'était un avertissement ou une malédiction. Les Atlantes ont commencé à entourer le Léviathan. Leurs mains exploraient notre coque, testaient sa résistance. Certains utilisaient des outils, des tiges cristallines qui émettaient des faisceaux d'énergie concentrés. Ils sondaient, analysaient, cherchaient des points faibles. Nous étions des intrus dans leur domaine et ils décidaient de notre sort près. J'ai pris une décision désespérée. Larguer notre lest d'urgence. 3 tonnes de plomb qui nous maintenaient au fond. Victor a protesté. Sans contrôle de la remontée, nous risquions l'embolie, la décompression explosive, mais rester signifiait une mort certaine. J'ai tiré le levier. Le Léviathan a bondi vers le haut, arrachant plusieurs Atlantes qui s'accrochaient à la coque. Nous montions trop vite, bien trop vite. 15 mètres par seconde au lieu des 2 recommandés. Victor hurlait des ordres, ajustait manuellement les valves de décompression. Sarah calculait mentalement nos chances de survie. Isabella priait plus fort. Les Atlantes nous poursuivaient. Ils nageaient à une vitesse impossible, propulsés par une combinaison de mouvements biologiques et de ce qui semblait être une manipulation de l'eau elle-même. Ils créaient des courants, des tourbillons, essayaient de nous ralentir ou de nous faire tournoyer. Plusieurs ont réussi à se raccrocher au bathyscaphe. À 6000 mètres, la pression différentielle commençait à affecter notre coque. Des craquements sinistres résonnaient. Victor identifiait des micro-fissures dans les joints. Nous fuyions une menace pour foncer vers une autre. Les Atlantes qui s'accrochaient à nous utilisaient leurs outils cristallins pour aggraver les dommages, accélérer notre destruction. Sarah a eu une idée brillante et désespérée. Libérer nos réserves d'oxygène liquide. Le froid extrême créerait un nuage de cristaux de glace, un écran entre nous et nos poursuivants. Victor a protesté. Nous aurions besoin de cet oxygène. Mais Sarah a insisté. Quelques heures de vie en moins valaient mieux qu'une mort immédiate. L'explosion de froid a été spectaculaire. L'oxygène liquide, à moins 183 degrés, a instantanément congelé l'eau environnante. Point. Les Atlantes accrochés à notre coque ont été pris dans la glace, leur tissu adapté aux abysses, ne pouvant supporter un tel choc thermique. Ils se sont détachés, dérivant vers le fond, paralysés ou morts. Mais notre victoire était temporaire. À travers le hublot arrière, nous pouvions voir des centaines de lumières qui montaient des profondeurs. Toute la cité s'était mobilisée. Ils ne nous laisseraient pas partir avec leurs secrets. Isabella a dit quelque chose qui nous a glacés plus que l'oxygène liquide. Si les Atlantes avaient survécu des millénaires dans les abysses, s'ils avaient conservé leur technologie, pourquoi n'étaient-ils jamais remontés? La réponse est venue à 4000 mètres. Les poursuivants ont ralenti, puis se sont arrêtés. Une barrière invisible semblait les retenir. Ils tournoyaient, frustrés, émettant des pulsations lumineuses de plus en plus intenses. Mais ils ne franchissaient pas cette limite. Quelque chose les emprisonnait dans les profondeurs. Sarah a analysé nos relevés. La composition de l'eau changeait drastiquement à cette profondeur. Les traces chimiques uniques disparaissaient. La température redevenait normale. C'était comme passer une frontière entre 2 mondes. Les Atlantes étaient liés à leur environnement abyssal, incapables de survivre dans les eaux moins profondes. Leur prison était l'océan lui-même. Nous avons continué notre remontée d'urgence.
Victor faisait des miracles pour maintenir la coque intacte. Les fissures s'élargissaient, mais tenaient. L'eau s'infiltrait par gouttes, puis par filets. Nous colmassions avec tout ce que nous trouvions. Vêtements, mousse expansive, même du chewing-gum. Chaque mètre vers la surface était une victoire. À 2000 mètres, nous avons croisé un cachalot. L'énorme cétacé nous a observés, curieux. Dans son œil, j'ai vu une intelligence ancienne, peut-être un souvenir génétique des Atlantes. Les cachalots plongent jusqu'à 3000 mètres. Ont-ils parfois aperçu les lumières de la cité engloutie? Leur champ complexe porte-t-il des avertissements que nous ne comprenons pas? 1000 mètres, la pression diminuait, mais nos corps souffraient. L'azote dissous dans notre sang formait des bulles. Le mal des caissons nous guettait. Sarah vomissait. Isabella avait des convulsions. Victor et moi résistions mieux, habitués aux décompressions difficiles. Mais nous savions que les dégâts internes s'accumulaient. 500 mètres. La surface était proche, mais notre bathyscaphe agonisait. La coque cédait en plusieurs endroits. L'eau entrait plus vite que nous ne pouvions l'évacuer. Les batteries de secours, endommagées par l'impulsion électromagnétique, commençaient à dégager des fumées toxiques. Nous respirions un air vicié, saturé de CO2 et de vapeurs chimiques. 100 mètres. La lumière du jour filtrait faiblement à travers l'eau. Après les ténèbres abyssales, c'était comme voir le paradis. Mais nous coulions maintenant plus que nous ne montions. Le Léviathan était devenu notre cercueil. J'ai donné l'ordre d'évacuation. Enfiler les combinaisons de plongée d'urgence. Préparer la décompression explosive. L'évacuation d'un submersible en perdition est la manœuvre la plus dangereuse qui soit. Ouvrir l'écoutille sous l'eau, laisser la pression égalisée, puis nager vers la surface en expirant continuellement pour éviter la surpression pulmonaire. Victor a insisté pour partir en dernier, s'assurer que nous sortions tous. Sarah est sortie première, puis Isabelle à point. J'ai suivi. Victor n'est jamais remonté. L'écoutille s'est bloquée derrière nous, le mécanisme tordu par la pression différentielle. Nous l'avons entendu frapper contre le métal, puis plus rien. Le Léviathan a sombré, emportant notre ami vers les abysses qu'il avait tant respectés et craints. La remontée finale fut un cauchemar pompe. 100 mètres en apnée, les poumons brûlants, le corps torturé par la décompression. Sarah a perdu connaissance à 20 mètres. Je l'ai tractée, Isabella m'aidant malgré ses propres difficultés. Nous avons crevé la surface, comme des noyés revenant à la vie, aspirant l'air avec désespoir. Le navire de soutien nous a repêchés 3 heures plus tard. Nous dérivions, à peine conscients, nos balises de détresse miraculeusement intactes. Le caisson de décompression d'urgence nous attendait. 72 heures de traitement à respirer de l'oxygène pur, à éliminer lentement l'azote de nos tissus. Sarah a survécu, mais avec des séquelles neurologiques permanentes. Isabella a perdu l'audition de l'oreille gauche. Le débriefing a été surréaliste. L'Institut voulait des preuves. Nos enregistrements étaient détruits par l'impulsion électromagnétique. Les quelques photos récupérées étaient floues, inexploitables. Nos témoignages concordaient. Mais qui croirait à une cité atlante, habitée par des créatures aquatiques hostiles? Officiellement, nous avions découvert des formations géologiques inhabituelles et perdu notre submersible dans un accident. Mais les vrais décideurs savaient. Des réunions secrètes ont eu lieu. Des experts ont analysé nos récits, les quelques données sauvegardées, les échantillons d'eau que Sarah avait miraculeusement préservés. La signature chimique était indéniable. Quelque chose d'unique existait dans la fosse de Puerto Rico. Quelque chose de vivant et d'intelligent. La décision a été prise de surveiller, pas d'explorer. Des bouées ont été déployées, officiellement pour étudier les courants profonds. En réalité, elles écoutent. Les hydrophones captent parfois des sons étranges, des harmoniques complexes qui ressemblent à un langage, des structures mathématiques dans les fréquences. Les Atlantes communiquent, peut-être entre eux, peut-être avec autre chose.
Sarah travaille maintenant sur les échantillons biologiques. Les micro-organismes du biofilm phosphorescent présentent un ADN unique, pas vraiment terrestre, mais pas complètement alien non plus. Comme si la vie avait pris un chemin évolutif différent dans les abysses. Elle pense que les Atlantes ont maîtrisé la bio-ingénierie il y a des millénaires, se modifiant eux-mêmes pour survivre à l'engloutissement. Isabella a plongé dans les textes anciens avec une obsession nouvelle. Elle trouve des correspondances troublantes. Les Sumériens parlaient d'Apsu, l'abîme primordial, les Grecs de Ponto, la mer primitive, les Mayas de Xibalba, le monde souterrain aquatique. Toutes ces mythologies pourraient décrire la même réalité, une civilisation ancienne, réfugiée dans les profondeurs, coupée du monde de la surface. Les implications sont vertigineuses. Si les Atlantes existent depuis des millénaires dans les abysses, combien sont-ils? La fosse de Puerto Rico n'est qu'une des nombreuses fosses océaniques. Celle des Mariannes plonge à 11 000 mètres. La fosse de Java, celle des Kermadec, celle des Tonga, autant de refuges possibles pour une civilisation aquatique. Plus troublant encore, les changements océaniques récents. Le réchauffement climatique modifie les courants profonds. La circulation thermohaline, ce tapis roulant océanique qui régule le climat, ralentit. Les eaux profondes se réchauffent. Leur composition change. La barrière qui emprisonne les Atlantes pourrait s'affaiblir. Ce qui les retient depuis des millénaires pourrait disparaître. J'ai été contacté récemment par un groupe obscur au sein de la marine. Ils surveillent les anomalies sous-marines depuis des décennies. Les sous-marins militaires ont parfois détecté des objets non identifiés dans les profondeurs. Des structures mobiles trop rapides pour être biologiques, trop organisées pour être naturelles. Ils les appellent les USO, Unidentified Submerged Objects. Les disparitions de navires dans le triangle des Bermudes prennent un sens nouveau. La fosse de Puerto Rico est juste en dessous. Les perturbations électromagnétiques que nous avons subies pourraient expliquer les pannes d'instruments, les disparitions sans trace. Les Atlantes protègent-ils leur territoire? Ou certains navires ont-ils vu ce qu'ils ne devaient pas voir? Victor avait laissé des notes dans sa cabine sur le navire de soutien, des calculs sur la technologie cristalline des Atlantes. Il pensait qu'ils utilisaient la résonance piézoélectrique, transformant la pression de l'eau en énergie. Leurs cristaux seraient des convertisseurs d'énergie et des ordinateurs quantiques, une technologie propre, durable, parfaitement adaptée à leur environnement. Cette technologie pourrait révolutionner notre monde. Énergie illimitée, ordinateurs surpuissants. Mais à quel prix? Les Atlantes ne semblent pas disposés à partager. Leur première réaction a été hostile. Peut-être nous considèrent-ils comme des envahisseurs, des barbares de la surface. Ou peut-être savent-ils quelque chose que nous ignorons. Sarah a fait une découverte effrayante en analysant les données de température. Les zones profondes où vivent les Atlantes se réchauffent plus vite que prévu. Pas à cause du changement climatique, mais de sources de chaleur interne, comme s'ils activaient quelque chose, préparaient quelque chose. Les capteurs détectent une augmentation de l'activité sismique localisée. Construction ou excavation, impossible à dire. Isabella a trouvé une prophétie maya qui la hante. Elle parle du retour des seigneurs de Xibalba quand les eaux monteront et que le monde de la surface faiblira. Les Mayas avaient-ils eu contact avec les Atlantes? Leurs pyramides en escalier ressemblent étrangement aux ziggourats que nous avons vus. Leurs connaissances astronomiques étaient inexplicablement avancées. Les niveaux des océans montent avec la fonte des glaces. 2 millimètres par an actuellement, mais l'accélération est exponentielle. Dans 50 ans, de nombreuses villes côtières seront submergées. Miami, Venise, Bangkok, Amsterdam. Des millions de réfugiés climatiques. Le chaos social. L'affaiblissement de la civilisation de surface. Les conditions parfaites pour un retour des Atlantes. J'ai essayé d'alerter les autorités.
proposer des mesures de surveillance renforcées, des protocoles de premier contact, des plans de contingence. Mais comment convaincre des politiciens de la menace d'une civilisation sous-marine mythique point? Ils ont des problèmes plus immédiats. Économie, élections, conflits régionaux. L'horizon politique dépasse rarement quelques années. Seuls quelques initiés prennent la menace au sérieux. Un réseau informel de scientifiques, militaires, agents de renseignement. Nous partageons les informations, coordonnons les observations. Les signaux s'accumulent. Augmentation des observations d'USO, perturbations électromagnétiques localisées, disparition inexpliquée de drones sous-marins. La Chine a lancé un programme secret d'exploration des fosses du Pacifique. Ont-ils détecté quelque chose? La Russie développe des sous-marins capables de plonger à 12 000 mètres. Préparation scientifique ou militaire. Les États-Unis renforcent leur réseau SOSUS de surveillance acoustique sous-marine. Tout le monde cherche, mais personne ne parle. Sarah continue ses recherches malgré ses troubles neurologiques. Elle a développé une théorie fascinante. Les Atlantes ne seraient pas natifs de la Terre. Leur biochimie unique suggère une origine extraterrestre. Peut-être des colons d'un monde aquatique, échoués sur Terre il y a des millions d'années. Cela expliquerait leur technologie avancée et leur isolement volontaire. Cette théorie soulève d'autres questions. Pourquoi rester cachés? Attendent-ils quelque chose? Un signal? Une date? Le retour de leurs semblables? Leur hostilité envers nous est-elle défensive? Ou y a-t-il un plan plus vaste? Nous sommes peut-être les intrus sur leur planète d'adoption. J'ai fait des cauchemars récurrents depuis notre rencontre. Je vois les yeux sans paupières de la créature qui nous a observés. Dans mes rêves, elle parle. Et je comprends. Elle dit que nous ne sommes pas prêts, que nous ne comprenons pas les règles, que nous jouons avec des forces qui nous dépassent. Elle montre des visions de cités submergées, mais pas anciennes, modernes. New York, Londres, Tokyo, englouties, colonisées par les Atlantes. Isabella est partie en Grèce, étudier les tablettes de Santorin, l'île volcanique qui a explosé il y a 3600 ans, peut-être l'inspiration du mythe de l'Atlantide. Elle cherche des preuves d'un contact entre les Minoans et les vrais Atlantes. Les fresques de dauphins et de poulpes de Knossos prennent un sens nouveau. Les Minoans vénéraient-ils des créatures des profondeurs? Les compagnies pétrolières fourrent de plus en plus profond. Les câbles sous-marins d'Internet traversent les fosses océaniques. Nous empiétons sur leur territoire. Combien de temps avant un incident majeur, une plateforme pétrolière qui disparaît, un câble transatlantique coupé, un sous-marin nucléaire porté disparu? Les Atlantes pourraient paralyser notre civilisation interconnectée. Sarah a identifié une faiblesse potentielle des Atlantes, leur dépendance à l'environnement abyssal spécifique. Pression, température, composition chimique, tout doit être parfait. C'est leur force dans les profondeurs, mais aussi leur prison. Le réchauffement et l'acidification des océans pourraient les affecter autant que nous, peut-être plus. Leur biotechnologie pourrait ne pas s'adapter assez vite. Cette vulnérabilité mutuelle pourrait être la clé, pas d'une guerre, mais d'une coexistence forcée. Nous détruisons leur environnement. Ils pourraient détruire notre civilisation. L'équilibre de la terreur, version aquatique. Mais cela nécessiterait une communication, une négociation. Comment parler à des êtres qui s'expriment par bioluminescence et ultrasons? J'ai proposé une nouvelle mission. Pas d'exploration, mais de contact. Un submersible équipé de systèmes de traduction, de linguistes, de diplomates, approchés avec respect, pas en conquérant. Montrer que nous reconnaissons leur antériorité, leur souveraineté sur les abysses-ponts. Échanger des garanties mutuelles de non-agression. La proposition a été rejetée. Trop risquée, trop chère, trop incroyable. Les décideurs préfèrent l'ignorance au risque du contact. Mais l'ignorance n'est plus une option. Les signes se multiplient. Les pêcheurs des Caraïbes parlent de lumière sous les vagues.
Les sonars militaires captent des structures mobiles, massives. Les satellites détectent des anomalies thermiques dans les fausses points. Victor avait raison sur une chose. Dans son dernier message, griffonné alors que le Léviathan coulait, il écrivait que nous avions ouvert une porte qui aurait dû rester fermée. Mais il ajoutait que les portes s'ouvrent dans les deux sens. Si nous avons découvert les Atlantes, ils nous ont aussi découvert, vraiment découvert, au-delà des observations lointaines. Ils savent maintenant que nous savons. Cette connaissance mutuelle change tout. Le secret millénaire est brisé. Les Atlantes doivent décider. Rester caché devient de plus en plus difficile. Émerger signifierait bouleverser l'ordre mondial. Nous détruire préemptivement serait peut-être leur option, logique point, ou nous ignorer et espérer que nous fassions de même. Sarah pense qu'ils nous testent. Les incidents mineurs, les observations, les signaux, ils évaluent notre réaction, notre maturité en tant qu'espèce. Sommes-nous prêts pour la révélation qu'une civilisation plus ancienne partage notre planète? L'humanité peut-elle accepter de n'être pas seule, pas unique, pas dominante? L'histoire montre que nous gérons mal ces révélations. L'héliocentrisme, l'évolution, la relativité, chaque changement de paradigme a provoqué des résistances violentes. Découvrir que nous partageons la Terre avec une espèce intelligente non humaine pourrait déclencher des paniques, des guerres religieuses, des effondrements économiques. Mais nous n'avons peut-être pas le choix. Les Atlantes pourraient se révéler d'eux-mêmes. Si leur environnement devient invivable, ils pourraient être forcés de migrer vers la surface ou vers d'autres abysses. Dans les deux cas, le contact deviendrait inévitable. Mieux vaut s'y préparer que d'être surpris. J'ai commencé à documenter tout ce que je sais. Ce journal, mais aussi des rapports techniques, des protocoles de contact, des analyses stratégiques. Si je disparais, d'autres pourront reprendre le travail. Isabella fait de même avec ses recherches historiques. Sarah compile ses données biologiques. Nous créons une archive, une base de connaissances pour ceux qui viendront après, car nous vieillissons. L'expérience nous a marqués physiquement et mentalement. Sarah a des absences de plus en plus fréquentes. Isabella souffre de migraines chroniques. Moi, c'est mon cœur qui flanche. Les médecins parlent de stress post-traumatique, somatisé. Je sais que c'est plus profond. Nous avons touché quelque chose de primordial, d'interdit, et nous en payons le prix. Mais de nouveaux venus reprennent le flambeau. De jeunes océanographes qui posent les bonnes questions, des archéologues qui réinterprètent les mythes, des ingénieurs qui développent des technologies de communication inter-espèces. La graine est plantée. Même si les gouvernements étouffent l'affaire, la vérité finira par émerger. Les Atlantes aussi évoluent. Les derniers rapports parlent de changements dans leur pattern lumineux, plus complexes, plus dirigés vers la surface, comme s'ils essayaient de communiquer. Des baleines ont été observées plongeant plus profond que jamais, puis remontant avec des comportements inhabituels. Sont-elles des messagères involontaires? Le moment approche. Le statu quo millénaire touche à sa fin. Les océans montent, se réchauffent, s'acidifient. La technologie humaine pénètre toujours plus profond. Les Atlantes s'agitent dans leur cité abyssale. Deux civilisations sur une trajectoire de collision ou de convergence. J'ai fait un dernier rêve la nuit dernière. Je voyais le futur, ou un futur possible. Des cités amphibies où humains et Atlantes coexistent. Des technologies hybrides combinant notre électronique et leur biocristallographie. Les océans nettoyés, restaurés, partagés. Une renaissance bleue où l'humanité apprend l'humilité et la coopération. Ou alors l'autre vision. Les villes côtières submergées, reconquises par les Atlantes. L'humanité repoussée vers l'intérieur des terres, coupée des océans qui constituent 70% de la planète. Deux espèces en guerre froide perpétuelle, s'évitant, se craignant, s'affaiblissant mutuellement. Le choix nous appartient encore. Mais pour combien de temps? Chaque jour qui passe réduit nos options.
L'ignorance volontaire n'est plus tenable. L'affrontement serait catastrophique. Seul le dialogue, aussi impossible qu'il paraisse, offre un espoir. Je vais retourner sur le site. Pas en submersible cette fois. J'ai affrété un bateau, équipé d'hydrophones et de projecteurs sous-marins. Je vais essayer de communiquer. Des patterns lumineux simples, mathématiques. Les nombres premiers, le nombre pi, la suite de Fibonacci. Les universaux qui transcendent les espèces. Sarah m'accompagne malgré son état. Elle a développé un algorithme de traduction basé sur les patterns bioluminescents des créatures abyssales. Isabella reste à terre, mais elle a fourni des symboles tirés de toutes les mythologies aquatiques. Peut-être l'un d'eux résonnera avec les Atlantes. Nous partons demain. Cette fois, pas d'institut, pas de protocole officiel, juste 3 survivants de la mission Abyssos, essayant de finir ce qu'ils ont commencé. Établir le contact, construire un pont entre 2 mondes, ou au moins essayer. Si nous échouons, d'autres essaieront. L'humanité est ainsi faite, curieuse, téméraire, incapable d'ignorer un mystère. Les Atlantes devront l'accepter. Nous sommes leurs voisins de planète, que cela leur plaise ou non. La coexistence est la seule option viable à long terme. Victor me manque. Son pragmatisme, sa prudence, son expertise. Il aurait su comment approcher en sécurité. Mais peut-être son sacrifice n'était-il pas vain. Son sang dans les abysses, notre deuil, pourrait montrer aux Atlantes que nous payons le prix de la connaissance, que nous ne sommes pas que des envahisseurs arrogants. Le soleil se couche sur l'Atlantique. Les vagues scintillent orange et rouge. Quelque part, 8000 mètres plus bas, une civilisation ancienne veille. Ils nous ont vus à notre pire, notre fuite paniquée, notre violence instinctive. Peut-être est-il temps de leur montrer notre meilleur, notre capacité à apprendre, à nous adapter, à tendre la main malgré la peur. Ce journal s'arrête ici, mais l'histoire continue. Si vous lisez ces mots, c'est que notre tentative a eu des conséquences, bonnes ou mauvaises. Gardez l'esprit ouvert. Les océans cachent plus de mystères que nous ne pouvons l'imaginer. Les Atlantes ne sont peut-être que les premiers. D'autres civilisations pourraient dormir dans d'autres abysses, attendant leur heure. L'humanité entre dans une nouvelle ère, non plus seule sur Terre, mais partageant avec des intelligences anciennes et étranges. C'est terrifiant et merveilleux. Nous ne sommes plus les maîtres incontestés. Nous sommes une espèce parmi d'autres, avec nos forces et nos faiblesses. Cette humilité forcée pourrait être notre salut. Les mythes étaient vrais, mais incomplets. L'Atlantide n'a pas disparu. Elle s'est transformée. Ses habitants ne sont pas morts. Ils ont évolué. Leur technologie n'est pas perdue. Elle attend. Le défi n'est pas de les trouver. Nous l'avons fait. Le défi est d'apprendre à vivre avec cette découverte. Sarah m'appelle. Les équipements sont prêts. Les hydrophones captent déjà des signaux des profondeurs. Réguliers, organisés, intentionnels peut-être. Les Atlantes savent que nous revenons. Ils se préparent à nous accueillir ou à nous repousser. Nous le saurons bientôt. J'ai peur, mais j'ai aussi espoir. L'humanité a survécu à toutes ces découvertes déstabilisantes. Nous survivrons à celle-ci, changés, humiliés, mais peut-être grandis. Les Atlantes pourraient être nos professeurs involontaires, nous enseignant l'humilité et la durabilité, ou nos destructeurs, mettant fin à notre règne bref, à la surface. Isabella vient de m'envoyer un message. Elle a trouvé une tablette babylonienne qui parle d'Apsu, l'océan primordial. Le texte dit que ceux qui boivent ces eaux deviennent immortels mais ne peuvent plus voir le soleil. Une métaphore de la transformation des Atlantes. Ils ont gagné l'immortalité dans les abysses, mais perdu la surface. Quel choix ferions-nous dans leur situation? Les préparatifs sont terminés. Demain, nous naviguerons vers les coordonnées de notre première rencontre. Cette fois, pas de descente brutale, pas d'intrusion. Nous resterons en surface, respectueux, patients. Nous enverrons nos signaux et attendrons. S'ils choisissent de répondre,
L'histoire humaine bifurquera point. S'il reste silencieux, nous aurons au moins essayé. Le vent se lève, l'Atlantique s'agite, les nuages s'accumulent à l'horizon. Mauvais temps en approche. Ou peut-être les Atlantes influencent-ils la météo. Leur cité sous-marine pourrait générer des courants, des variations de température qui affectent l'atmosphère. Point. Une autre manifestation de leur pouvoir caché. Je pense à tous ceux qui ont cherché l'Atlantide. Platon, qui a lancé le mythe. Les explorateurs qui ont fouillé la Méditerranée, l'Atlantique, même l'Antarctique. Ils cherchaient au mauvais endroit, ou plutôt à la mauvaise profondeur. L'Atlantide n'était pas perdue, elle était cachée, volontairement, dans le dernier endroit où nous penserions regarder. Notre orgueil nous a aveuglés. Nous pensions que toute civilisation avancée voudrait dominer la surface, construire vers le ciel, conquérir les terres. Nous n'avons pas imaginé qu'une civilisation pourrait choisir les profondeurs, l'obscurité, l'isolement. Les Atlantes ont fait un choix que nous ne comprenons pas encore pleinement. Mais peut-être commence-t-on à comprendre. Avec le changement climatique, la surpopulation, la pollution, l'idée de refuge isolé devient séduisante. Des projets de villes sous-marines émergent. Nous suivons involontairement le chemin des Atlantes. Dans quelques siècles, nous pourrions nous retrouver voisins d'Abysse. Sarah vient de faire une observation troublante. Les phases de la Lune semblent affecter l'activité des Atlantes. Les signaux sont plus forts à la nouvelle Lune, plus faibles à la pleine Lune. Une connexion gravitationnelle ou mystique. Les Atlantes ont-ils conservé des liens avec les cycles cosmiques que nous avons perdus? Ce sera ma dernière entrée avant la mission. Quoi qu'il arrive, ce journal témoignera de notre découverte, nos erreurs, nos espoirs. Si nous réussissons le contact, il faudra gérer les conséquences. Si nous échouons, d'autres devront reprendre. Si nous disparaissons, au moins la vérité survivra. Les Atlantes existent. Ils vivent dans les fosses océaniques depuis des millénaires. Ils possèdent une technologie avancée basée sur la biocristallographie. Ils sont prisonniers des abysses, mais menacés par les changements environnementaux. Ils nous ont découverts comme nous les avons découverts. L'avenir de deux civilisations est en jeu. À ceux qui liront ces mots, souvenez-vous, les mythes cachent souvent des vérités. Les océans sont plus mystérieux que l'espace. Nous ne sommes pas seuls, même sur notre propre planète. L'humilité et le respect sont nos meilleures armes face à l'inconnu. Et parfois, les monstres des profondeurs sont juste d'autres voyageurs, perdus comme nous sur cette étrange planète bleue. L'ancre est levée, cap sur l'abîme, vers notre destin, quel qu'il soit. Alexandre Moreau, ancien des forces spéciales, survivant de la mission Abyssos, messager improbable entre deux mondes. Que les profondeurs nous soient clémentes. Fin du journal.